Ces derniers jours, nous avons réalisé des expériences simples et très intéressantes à la maison, mais cela nous a amené à réfléchir aux expériences scientifiques les plus intéressantes et surtout les plus importantes de l'histoire. Aujourd'hui, nous vous parlons de ces expériences qui ont changé notre façon de voir la science. En 1888, un physicien allemand inconnu appelé Heinrich Hertz conçoit cet appareil. Il passe l'antenne circulaire à 15 mètres du reste du dispositif qui émet et propage des ondes électromagnétiques. L'ère de l'électromagnétodynamique était née. Trop de temps allait s'écouler et il faudrait lutter contre vent et marée pour qu'une physique théorique entêtée cesse de nourrir l'expérience de 1887 comme étant la plus importante. La technologie suivant son propre chemin totalement indépendante parviendrait à prouver laquelle des deux expériences était la bonne. Il était évident qu'entre 1887 et 1888, c'était celle-là qui donnait naissance à la radiotélégraphie. Les ondes électromagnétiques faisaient leur entrée triomphale en physique. Entrée qui démontrait que les ondes électromagnétodynamiques étaient et seront toujours. C'est l'expérience la plus exquise jamais réalisée dans l'histoire de la physique. Avec elle, il a prouvé que l'espace est inondé de champs actifs stationnaires électromagnétiques oscillants. Des champs oscillants sur lesquels l'espace base son fonctionnement, les phases électriques et magnétiques. Cette expérience a supprimé de la physique théorique le paradigme aucun milieu de propagation n'est nécessaire à l'énergie, par celui de l'espace est inondé de champs oscillants électromagnétiques actifs. Ce processus de remplacement des particules de force inexistantes par l'existence de ces champs actifs, grâce à cela, nous avons la téléphonie par satellite, qui n'est possible que si l'espace est inondé de champs électromagnétiques oscillants, actifs qui produisent et propagent des ondes électromagnétiques. Comme vous le savez, l'homme comme de nombreux autres animaux est incapable de respirer dans les milieux liquides. Nous ne pouvons pas obtenir d'oxygène à partir de l'eau qui pénètre rapidement dans nos poumons. En tant qu'espèce, nous ne sommes pas préparés à cela. Pourtant un jour, il y a une découverte fortuite dans un laboratoire. Un rat est tombé accidentellement dans un seau contenant un liquide appelé perfluorocarbone et quelle ne fut pas la surprise des scientifiques lorsqu'ils ont vu que l'animal pouvait respirer. De la science-fiction, non, c'est une réalité tout simplement étonnante. Une expérience accidentelle qui d'un point de vue personnel a été totalement surprenante. Si vous ne vivez pas dans une cave, vous connaissez probablement le racisme et le concept selon lequel un groupe est supérieur à un autre. Il y a 50 ans déjà, Jane Elliott l'a reconnu et a décidé de mener une expérience à ce sujet. Elle l'a appelé Blue Eyes, Brown Eyes Experiment. Lorsque sa classe de CE2 est arrivée à l'école un matin fatidique, elle a commencé à les diviser en deux catégories, les enfants aux yeux bleus et les enfants aux yeux marrons ou verts. La véritable différence entre les deux groupes est que les enfants aux yeux bleus ont moins de mélanine que les enfants aux yeux bruns, ce qui affecte la couleur des yeux et de la peau. Cependant, elle leur a dit aux enfants qu'avoir plus de mélanine signifiait être plus intelligent et plus ordonné. Elle a rapidement commencé à changer les règles, accordant plus de privilèges aux enfants aux yeux bruns. Puis elle a attendu de voir ce qui se passerait ensuite. L'expérience a pris vie d'elle-même. Les enfants ont commencé à le croire et à agir différemment. Les enfants aux yeux bleus se sentaient inférieurs et les enfants aux yeux bruns supérieurs grâce à ces privilèges. Les enfants aux yeux bruns dominaient la cour de récréation. Les enfants aux yeux bleus, gênés, couraient dans les coins. Même Elliott, aux yeux bleus, a vu les filles aux yeux bruns se liguer contre elle. Fasciné par ces résultats, Elliott a rapidement inversé les rôles dans l'expérience. Elle découvre que si les garçons aux yeux bleus sont les nouveaux alphas, ils sont moins cruels que les garçons aux yeux bruns, peut-être parce qu'ils se souviennent de la discrimination dont ils ont été victimes. L'expérience créative d'Elliott a révélé une vérité sur la nature humaine, à savoir que nous sommes naïfs et que si nous pouvons discriminer un groupe pour renforcer notre ego, nous le ferons. Cette démonstration effrayante devant sa classe de jeunes gens leur a appris le racisme et a eu un impact sur le long terme. Le plus effrayant dans tout cela, c'est que l'expérience est toujours connue à ce jour. Maintenant, place à l'extrême bizarrerie. Des scientifiques de l'université de Tufts ont découvert que si l'on coupe la tête des vers de terre, non seulement ils repoussent, mais ils retrouvent aussi leur ancienne mémoire. Les scientifiques en ont fait la démonstration en étudiant les itinéraires cartographiques utilisés par les vers pour naviguer dans un labyrinthe avant et après l'ablation de leur tête, et ont montré que leur tête pouvait retrouver les anciens itinéraires qu'ils avaient utilisés. Mais c'est encore plus étrange. Si vous répandez les restes d'autres vers sur le sol pour que d'autres vers les mangent, non seulement ils mangeront ces restes, mais ils auront aussi la mémoire des vers qu'ils ont mangés. Et ils utiliseront ces souvenirs pour s'orienter dans le labyrinthe. On dirait une sorte de monstre effrayant, incroyable mais effrayant.
Wilhelm Conrad Röntgen, un scientifique allemand réputé du début du XXe siècle, menait des expériences avec des rayons cathodiques lorsqu'il a découvert un fait auquel il ne s'attendait pas. Une feuille de carton imprégnée de cyanure était fluorescente. Surpris, il commence à faire part de sa découverte à la communauté scientifique, mais la nouvelle est accueillie avec scepticisme. Röntgen ne renonce pas et publie un article dans le British Medical Journal en y joignant l'une des premières photographies montrant un bras fracturé. Depuis lors, on a commencé à promouvoir son utilisation dans les diagnostics. L'invention a reçu le prix Nobel de physique en 1901 et son nom curieux, X-ray ou rayon X, reste pour l'histoire en raison de la méconnaissance de son origine. Le 14 mai 1897, Marconi a envoyé la première communication sans fil en pleine mer à une distance de 6 km du canal de Bristol, Angleterre, à Pennarth, une ville du pays de Galles. Le message disait « Vous êtes prêts ». Le physicien écossais James Maxwell, en 1864, il a proposé l'existence de champs électromagnétiques actifs dans l'espace. Son mérite a été d'initier toute la technologie des télécommunications qui a commencé à la fin du 19e siècle et qui a fait de Marconi l'homme le plus riche de la planète, un vrai Bill Gates de son temps, mais avec le prix Nobel de physique en 1909 pour sa contribution au progrès de l'humanité. La publication des Principia de Newton a suscité une recherche effrénée de moyens de mesurer la constante gravitationnelle universelle et la masse de la Terre. Newton a supposé qu'un pendule suspendu près d'une montagne s'inclinerait très légèrement vers la montagne, affecté par la masse gravitationnelle de la montagne. Il a supposé que si l'on mesurait la déviation avec suffisamment de précision et qu'on calculait la masse de la montagne, on pourrait calculer la constante gravitationnelle universelle et la masse de la Terre. Le problème est de trouver une montagne de forme suffisamment régulière pour estimer sa masse, bien qu'Isaac Newton lui-même ne pense pas qu'un si petit écart puisse être détecté et rejette l'expérience improbable. Nevil Maskelyne, l'astronome royal, est convaincu que l'objectif est réalisable. La Royal Society a formé le Committee of Attraction et a délégué l'astronome et géomètre Charles Mason pour parcourir les îles britanniques afin de trouver une telle montagne. Il rapporta que Chealion, dans le centre des Highlands écossais, symétrique et isolé, était exactement la montagne dont ils avaient besoin. Malheureusement, il a refusé de réaliser l'expérience et est mort peu de temps après. Nevil Maskelyne s'est chargé de la tâche et a passé 4 mois en 1774 à vivre dans une tente, dans une vallée éloignée et pluvieuse, et à diriger une équipe d'arpenteurs pour prendre des centaines de mesures de la montagne. Il pensa que la masse de la montagne pouvait être établie à partir de son volume et de la densité moyenne des roches. La déviation du pendule, un petit angle de 11 secondes d'arc, soit 11 sur 3600 égale 0,03 degrés, la taille de la montagne et de la Terre l'ont amené à extrapoler la densité moyenne de la Terre, qui était environ le double de celle de Chealion. À partir de là, il a pu calculer la masse de la Terre. Comme les masses des corps astronomiques étaient connues dans des proportions relatives, la masse de la Terre lui permettrait également d'estimer des masses des autres planètes, des lunes et du Soleil. Un mathématicien nommé Charles Hutton a été chargé d'effectuer tous les calculs mathématiques ennuyeux pour estimer le volume de la montagne. Les géomètres ont couvert une carte avec de nombreux chiffres, chacun marquant une élévation à un certain point de la montagne. Les données n'étaient pas faciles à utiliser ou à visualiser. Hutton a relié les points de la même hauteur et a créé la première carte en courbe de niveau. Soudain, la forme et la pente de la montagne sont devenues apparentes. Après 2 années de travail laborieux, à diviser la montagne en une série de prismes verticaux et à calculer le volume de chacun d'entre eux, la masse de la Terre a été estimée à 4,5 milliards de tonnes, ce qui a permis d'estimer la masse des autres grands corps du système solaire. Cette estimation était pas loin du chiffre moderne de 5 972 millions de tonnes. Le calcul reposait sur l'hypothèse fondamentale selon laquelle la densité de la montagne est constante, à 2500 kg par mètre cube. Hutton a estimé la densité de la Terre à 4500 kg par mètre cube, ce qui est très proche de l'hypothèse initiale de Maskelyne, et seulement 20% de moins que le chiffre moderne. Bien que Cavendish ait rapidement remplacé son estimation par une autre, bien meilleure, en 1798. Plus de 200 ans plus tard, les cartographes utilisent toujours les courbes de niveau de Hutton. Les cartographes européens les adapteront pour représenter l'élévation et elles se sont avérées être un outil utile pour l'approche de l'ère industrielle en matière d'exploitation minière et de construction de chemins de fer et de routes.